Salut à toutes et tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un rêve de gosse. Pour vous dire, quand j'ai reçu le colis que j'ai ouvert, j'étais vraiment comme un gosse à qui on offre un super iPhone par exemple. Voilà. Alors pourquoi c'est un rêve de gosse? Depuis que je suis tout petit, euh, que ce soit dans les films, dans les bouquins d'aventure comme L'appel de la forêt, Gros Blanc et j'en passais des meilleurs, ou les BD ou les documentaires, j'ai toujours adoré le tomahawk qu'avaient les Amérindiens. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous l'expliquer. Par exemple, dans un film très connu qui s'appelle Danse avec les loups, avec, je crois que c'était Kevin Costner, il me semble. Euh, vous rectifierez dans les commentaires, hein. J'ai un doute là. Voilà, il y en a partout. Donc voilà, c'est mon objet, un de mes objets fétiches de cette période-là. Celui-ci, bien sûr, est moderne, forcément. Maintenant, je vais vous faire un petit peu d'histoire. Donc, le tomahawk, à l'origine, a été créé par les Amérindiens de la tribu Algonquin. Ils étaient situés vers, on va dire, le nord des États-Unis actuels, vers la région des Grands Lacs. Voilà, vous regarderez sur Google, vous allez voir à peu près. Vous tapez Algonquin, vous aurez toutes les infos. Et avant de faire cette vidéo, bien sûr, je me suis renseigné et tout, j'ai pris des notes et tout ça, et voilà, ça m'a vachement intéressé. Honnêtement, ça m'a vachement intéressé. C'est vrai que, comme vous savez, j'adore tout ça. Donc, à la base, il était créé par les Algonquins. Il se composait d'un manche en bois, et la tête, au lieu d'être en fer forgé comme là, était en pierre polie, en forme de goutte d'eau. Il y avait un tranchant et une pointe derrière, le tout relié par des tendons d'animaux ou des lanières de cuir. Et très souvent, puisque les fouilles archéologiques l'ont spécifié, était collé aux manches avec du brai de bouleau. Donc il n'y avait pas que du brai de bouleau en Europe, il y en avait aussi là-bas. Pour ceux qui veulent faire quelques petites recherches sur le brai de bouleau, voilà. Les Européens sont arrivés aux États-Unis, enfin aux futurs États-Unis, et bien sûr les Amérindiens se sont rendus compte que les haches qu'avaient les nouveaux arrivants étaient beaucoup plus solides que leurs pierres polies, donc ils ont dû en rapiner quelques-unes. Mais par contre, elles étaient très lourdes, pas très maniables, elles prenaient beaucoup de place. Et sachant que les trois quarts des tribus amérindiennes étaient des nomades, et oui, ils avaient des camps d'été, des camps d'hiver, des camps de pêche, des camps de chasse. Voilà, ils étaient très mobiles, on va dire. C'est vrai que ça, en plus de tout le fatras qu'ils devaient transporter à chaque fois, bon, ça n'avait pas trop de succès. Forcément, les Européens se sont rendus compte qu'on en avait volé quelques-unes, mais que ça ne les intéressait pas beaucoup à ces Amérindiens. Donc, les Européens ont un peu observé les ustensiles, l'outillage qu'utilisaient les Amérindiens, ils se sont rendus compte que le tomahawk avait une place importante dans leur culture. Par exemple, la fameuse hache de guerre. Alors, pour la petite anecdote, la hache de guerre, tout le monde dit on enterre la hache de guerre. Oui, c'est vrai. Quand une tribu indienne partait en guerre contre une autre tribu, en fin de compte, un tomahawk était enfoncé dans un genre de totem, voilà, dans un poteau. Et une fois la guerre terminée, cette hache était enterrée au pied de ce totem. Voilà pour la petite histoire. Donc, les Européens, qui voulaient quand même faire du troc contre des fourrures ou contre, je sais pas moi, contre des vivres ou simplement pour créer des amitiés et des pactes avec les tribus locales, ont décidé de prendre leur hache et de leur donner la forme à peu près d'un tomahawk, c'est-à-dire en réduisant le tranchant, en lui donnant une forme un peu allongée. Bon, à la base, le talon qui est ici, vous voyez là c'est un talon plat, était pointu. D'après ce que j'ai pu voir sur plusieurs documents. Et ça a eu du succès. Les Amérindiens raffolaient de cet objet. Donc, les Européens ont pu échanger largement des fers
contre de la fourrure, contre de la nourriture, pour, comme je disais, pour signer des pactes et des allégeances. Il était utilisé aussi par les coureurs des bois, par les trappeurs. Ça a eu un véritable succès quand même. Hein. Maintenant, on va remonter un peu le temps. On va arriver en 1966 avec monsieur Peter Lagana. Peter Lagana, de 1966 à 1970, a forgé lui-même 4000 de ces pièces. C'est à peu près ce modèle-là. Sauf que le talon est un peu plus allongé, un peu plus pointu. Mais voilà, c'est à peu près ce modèle-là. Alors pourquoi il a fait ça? Tout simplement parce que c'était un ex-vétéran de la Seconde Guerre mondiale et c'était aussi un ex-Marines. Il a créé ces 4000 pièces principalement pour des gars qui partaient faire la guerre au Vietnam. Ils avaient besoin d'une hache et d'une arme en même temps. Le Tomahawk est arrivé comme une évidence. En 1970, fini la guerre du Vietnam, monsieur Lagana est passé à autre chose. Il a créé d'autres choses. Toujours dans le milieu fer forgé, couteau et autres, mais le Tomahawk est tombé un peu dans l'oubli. Pendant ce temps-là, tout ce qui était activité extérieure, le bushcraft, la survie, la préparation, toutes ces choses-là qui nous animent, on va dire, sont montées en puissance. Et vers les années 2000, à peu près, entre on va dire 95 et 2000, poussés et aidés par son ami Andy Prisco, ils ont décidé de réouvrir leur société, la fameuse et très connue aux États-Unis, American Tomahawk Company. Je vous mettrai sûrement le lien en descriptif pour accéder au site de l'entreprise. Le fer n'est plus forgé aux États-Unis. Il est forgé dans les pays asiatiques. Oui, je sais. Vous allez me dire, coronavirus, je vous rassure, vous allez comprendre pourquoi. Donc, le fer est fabriqué là-bas, forgé là-bas, mais le manche vient des États-Unis. Pour faire simple, une fois que le fer est fabriqué, il est expédié aux États-Unis, l'ensemble est assemblé et bien sûr l'autocollant de la ATC est apposé. Donc il n'y a pas trop de risques sanitaires. Connaissant les Américains et leur peur viscérale de tout, voilà. Maintenant, je vais rentrer dans les parties techniques de cet engin. Longueur du manche, 55 cm. Suivant les modèles, entre 55, 53, 55. Celui-là fait 55. C'est de l'icori. Alors, l'icori, c'est un bois très dur, très fibreux. Ça ressemble un petit peu à chez nous l'arbousier. Pour ceux qui connaissent l'arbousier, qui l'ont travaillé, c'est à peu près le même bois, très dense. Une fois sec, c'est très dur à tailler. Même avec un matériel comme ça, c'est très dur d'abattre un arbousier, un bel arbousier. On dirait qu'on tape contre de la ferraille. Donc, très résistant. Le fer, pour parler de lui, il est en acier forgé 1055. Et au HRC, c'est-à-dire l'échelle de dureté de Rockwell. Alors pour faire simple, c'est une pointe en diamant qui est apposée sur le matériau, qui appuie. Ça donne un résultat. Ce résultat, il est de 55-58. C'est l'équivalent en Europe de nos outils de jardin et de nos couteaux de cuisine d'après mes petites recherches, voilà, parce que j'ai quand même recherché quelques informations dessus, bien sûr pour ma connaissance personnelle et pour vous en faire part. Alors le fer en lui-même, il fait 17 cm 5 sur 6 de large de tranchant
Le fer pèse environ entre 340 et 350 grammes. Celui-là fait 341 grammes, pour être précis. Alors maintenant, par rapport à mes premières impressions, on va dire. Malheureusement, je ne peux pas trop le tester. Enfin, j'ai fait quelques tests à la maison, mais bon, c'est pas évident. J'aurais préféré le tester en milieu naturel, mais bon, j'espère qu'on va vite se sortir de tout ça. Déjà, au niveau robustesse, oui, connaissant l'Icori, je sais que le manche ne va pas casser facilement. Le point négatif, c'est qu'il est livré brut, c'est-à-dire qu'il est très râpeux. Voilà, il faudra que je lui passe un bon coup de papier vert pour le lisser. En plus, il n'est pas protégé, il n'a pas de vernis, il n'est pas huilé ni rien, donc voilà. Bon. Le fer en lui-même, j'ai tapé quelques clous et j'ai tapé sur une bûche que j'ai ici à la maison pour voir ce que ça donne au moins le talon. Et aucune égratignure, rien, ça ne s'est pas effrité, ça ne s'est pas cassé, donc je pense que c'est bon. Le tranchant aussi, j'ai testé sur quelques branches et sur un morceau de barbac, pardon, excusez-moi, de viande, un bon tranchant. Par contre, petite chose, il arrive non coupant, c'est-à-dire que vous devrez l'aiguiser quand vous le recevrez. Un bon coup de meule pour faire un fil bien lisse, parce que je trouvais que le fil était pas bien lisse, était pas bien droit, donc bon, je vais passer un petit coup de meule, après un petit coup de pierre à eau à aiguiser, gros grain fin, et ouais, ça tranche quoi. Donc sur un morceau de viande, ça l'a coupé bien net. Après, que dire, la peinture, parce que là, en fin de compte, ils ont tenté de lui donner une patine un peu old, quoi, ancienne. Ouais, bon, vous ne le verrez pas trop, je ferai quelques photos quand même, je vous les mettrai. Bah, je suis pas fan. J'hésite entre la laisser ou l'enlever. En plus dessus, à ce que j'ai vu, en plus de la peinture, ils ont mis un genre de vernis qui à la moindre égratignure s'effrite. Moi, je suis pas fan. En plus, il y en a que sur les côtés du fer. Le dessous et le dessus sont bruts. Donc, ouais. Je sais pas, je verrai. Par contre, on voit bien que c'est usiné machine. C'est pas usiné main forcément. Parce qu'il y a les traces des meuleuses, quoi. Je pense qu'en le démontant, je pense que j'aurai un bon coup de lime à mettre dedans et je vous conseille de le faire. Voilà, c'est tout ce que pour l'instant je peux vous dire sur ce matériel-là. À part que pour moi personnellement, vu mes premiers tests, je vais réduire le manche. Parce pour moi il est un peu trop long. Parce qu'à la base, ça sert plus, les gens ils l'achètent plus pour faire du lancer de hache. Ouais. Moi je ne vais pas faire du lancer de hache. Je vais m'en servir vraiment de sa fonction originale de hachette, voire d'arme, le cas échéant bien sûr. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou simplement des demandes d'infos, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir un abonnement. Voire de cocher la petite cloche. Voilà. Pour louper aucune de mes prochaines vidéos, parce que là je pense que je suis reparti pour disons des vidéos plus, comment dire, un rythme plus soutenu. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite bon courage dans cette crise. Pensez à vos proches, n'oubliez pas que le téléphone ça existe. Appelez-les, prenez des nouvelles, surtout les personnes âgées, les personnes aussi seules. Voilà. Puis un petit message aussi, ça c'est un peu plus personnel, à mes abonnés qui sont au collège de la Veine, à mes élèves. J'espère qu'on se retrouvera bientôt voilà, au collège. Même si je sais que vous êtes sûrement mieux en vacances forcées, mais bon. Sur ce, prenez soin de vous, faites attention et à très bientôt. Ciao.